Bonjour chers amis, bonjour à toute l'Afrique, bonjour à toute la Caraïbe, bonjour aux Kémites d'Europe, aux Kémites d'Amérique, du Pacifique et de partout dans le monde. Salut à tous nos frères et sœurs qui nous reçoivent également en Asie. Vous êtes sur Afrocentrique, votre nouvelle chaîne YouTube qui a donc décidé de se lancer sur le streaming, sur la diffusion de programmes, de contenus en direction et en faveur de l'Afrique, en faveur de l'africanité, de la camitude. Alors, nous commençons malheureusement par des images un peu choquantes. J'ai reçu ce matin une interview qui est passée sur CNews que je souhaite vous faire écouter. En ce moment, sur le virus. Nous avons un travail, mais pas forcément au labo, puisque on travaille sur ordinateur avec un collègue, et puis c'est tout. On n'a pas d'expérience, on peut dire, mais l'expérience vient de la maladie elle-même, de toutes les mesures qui sont faites actuellement dans les laboratoires sur les patients. Et vous êtes arrivé à certaines conclusions. Alors, c'est-à-dire que arrivé à la conclusion qu'effectivement, il y avait eu une manipulation au sujet de ce virus. C'est-à-dire? Eh bien, qu'une partie, je ne dis pas le total, n'est-ce pas, mais il y a un modèle qui est évidemment le virus classique, et là, c'était un modèle surtout venant de la chauve-souris, mais à ce modèle, on a par-dessus ajouté des séquences, notamment du VIH, le virus du sida. Mais quand vous dites on a ajouté, qui a ajouté? Moi je ne sais pas. Mais c'est pas naturel, c'est ce que vous voulez dire? Non, ce n'est pas naturel, c'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire. C'est un travail très minutieux, on peut dire d'horloger, on peut dire au niveau des séquences. Mais dans quel but? Dans quel but, ça, ce n'est pas clair. Moi, j'expose, si vous voulez, mon travail, c'est d'exposer les faits, c'est tout. Je n'accuse personne, je ne sais pas qui a fait ça et pourquoi. La possibilité, c'est peut-être que ils ont voulu faire, on ne sait pas, on a voulu faire un vaccin contre le sida. Donc on a pris des petites séquences du virus et on les a installées dans la séquence plus grande du coronavirus. Alors je suis pas sûr de comprendre tout ce que vous dites. C'est-à-dire que dans ce virus, il y a une part de VIH? Voilà, c'est ça. Le matériel génétique du virus est un long ruban d'ARN, n'est-ce pas? Comme de l'ADN, mais c'est de l'ARN. Et dans ce long ruban, à une certaine place, on a fixé des séquences petites de VIH. Et ces séquences petites ne sont pas petites pour ne rien vouloir dire. Elles ont la possibilité de modifier, par exemple, ce qu'on appelle des sites antigéniques, c'est-à-dire, si on veut faire un vaccin, on peut très bien modifier la protéine qui est exposée pour le vaccin par une petite séquence venant d'un autre virus. Mais vous êtes certain de ça? Parce qu'on a dit que le bruit a couru, que c'était une origine humaine finalement, et ça a été ensuite réfuté par la plupart des autorités scientifiques quand même. Il y a quand même une volonté d'étouffement, si vous voulez. Les travaux, nous ne sommes pas les premiers. Un groupe de chercheurs indiens, très, très renommés, avait publié de la même chose. On les a forcés à rétracter. On les a forcés comment? C'est-à-dire, c'est annulé. Il y a, si vous regardez leur publication, vous avez une grande bande annulée parce que... Et ce que vous dites là, la plupart des scientifiques disent le contraire quand même. De moins en moins. De moins en moins. Si vous voulez, ceci est arrivé au début de cette année et on voit de plus en plus de travaux qui suggèrent. Mais moi, je suis... Très bien, journaliste essaie de le reprendre. Je suis prix Nobel et je peux travailler librement. Voilà, pour lancer ma chaîne, il n'y avait pas
pire, vous venez d'écouter cette monstruosité. Alors, c'est à se demander, très franchement, vers où on va, vers où nous mènent les scientifiques européocentristes, vers où nous mènent ces Européens bien pensants, ces Européens qui prétendent avoir la science, qui prétendent être dans le progrès perpétuel, vers où tout cela nous mène. Lorsqu'on se souvient du sida, qu'on n'a même pas encore évacué, c'est vrai qu'il y a de vraies avancées sur la question, mais qu'est-ce qu'on a essayé de faire avec le Covid-19 ? Qu'est-ce qu'on a essayé de faire avec cette molécule, avec cette séquence, comme il le dit le professeur Montagnier, qui n'est pas n'importe qui, c'est un ancien prix Nobel, vous l'avez entendu, il l'a dit, un ancien prix Nobel pour la science, un ancien prix de science, un ancien prix Nobel des scientifiques. La recherche scientifique, c'est quelqu'un de très connu dans le domaine de la recherche scientifique. Et il l'a dit, les journalistes n'en croyaient pas leurs oreilles, d'où les relances auxquelles vous avez assisté, les relances qui ont été très dérangeantes, très difficiles à vivre pour ce professeur. Je ne sais pas s'il s'en est aperçu, mais en tout cas, il a tenu un langage de vérité manifeste. Où nous mènent les scientifiques? Que fait-on encore avec le virus du sida dans des laboratoires? Et on parle d'un laboratoire classé P4, donc un laboratoire qui en fait est un laboratoire militaire dans lequel on manipule des virus à des fins militaires. Donc, c'est des armes, ces virus-là sont des armes de destruction massive, des armes classées armes bactériologiques. Vous savez que les spécialistes militaires et scientifiques travaillant pour l'armée, pour les armées dans le monde, misent et tablent sur la guerre bactériologique, c'est la guerre du futur. Beaucoup de science-fiction, beaucoup de films de fiction parlent de ces questions-là. Alors, lorsqu'on se souvient, je veux simplement éclairer un petit peu la mémoire de ceux qui auraient tendance à oublier cela. On sait très bien, et il y a eu plusieurs témoignages, plusieurs publications là-dessus, et plusieurs débats. On sait que l'Afrique, les enfants d'Afrique, les Africains ont été inoculés volontairement du virus du sida. C'est connu, en 1984, il y a eu inoculation du VIH en Afrique. Dans le bassin du Congo, où cette épidémie a démarré, ils avaient laissé entendre que ça provenait de la consommation de la viande de singe, de la viande de primate, ce qui a toujours été gardé comme étant la thèse principale, comme étant la vérité absolue, mais l'on s'est aperçu parce que les langues se sont déliées finalement, et il y a eu des études qui ont été faites sur la question du VIH. On sait aujourd'hui que le VIH est sorti d'un laboratoire, et que le VIH était excusez-moi, je reçois un appel dans le même temps. Le VIH était programmé
pour décimer l'Afrique. Il y a le docteur Gunther Bassong, le docteur, je ne sais plus si c'était Gunther, mais j'ai retenu son nom, docteur Lamort, le célèbre docteur Lamort, en Afrique du Sud, qui lors de la conférence, je crois que ça s'appelait comme ça, la conférence Vérité, Justice et Réconciliation en Afrique du Sud. Pendant ces assises, le docteur Bassong avait témoigné en disant qu'ils avaient inoculé le virus du sida en Afrique, aux Sud-Africains noirs. Il avait été très précis sur la question, très précis dans ses déclarations. Donc, un complot avait bel et bien été fomenté, orchestré, pensé, organisé et mis en route pour décimer l'Afrique noire. Mais frère Kamit, sœur Kamit, ça devrait pouvoir vous donner un enseignement. 5 siècles d'esclavage, 50 années de colonisation. Aujourd'hui, on en est à la néocolonisation et les Africains sont toujours debout. Donc, 200 millions de Noirs ont été arrachés à la terre d'Afrique pendant 5 siècles. Ce que d'aucuns qualifient, nous appelons, donc, dans le combat kamite, nous qualifions la traite des négrières et les pertes en vies humaines africaines d'holocauste noir. Holocauste noir. Le terme n'est pas galvaudé. Il s'agit bien d'un holocauste. Aujourd'hui, on sait que l'Afrique a perdu 200 millions de ses enfants dans cette barbarie. Bien entendu, on ne va pas hiérarchiser les atrocités. Les Sémites, les Juifs, pour ne pas les citer, auraient perdu également plusieurs millions de personnes à Auschwitz, en Pologne, et dans les camps de concentration nazis. Mais l'Afrique et ses enfants ont connu pire, les champs de canne à sucre étaient des camps de concentration à ciel ouvert. Beaucoup d'Africains sont morts pendant cet horrible voyage. Beaucoup sont morts pendant le voyage, beaucoup sont morts dans les plantations, où ils étaient avilis, humiliés, fouettés, les femmes violées. Ça, c'est bien connu, on va pas revenir là-dessus. Alors, l'esclavage donc, la colonisation, pendant laquelle, qui continue d'ailleurs aujourd'hui, parce que les indépendances en Afrique, c'est des indépendances pour moi de fait. C'est des indépendances officielles, sans conséquences effectives sur le plan de la vie quotidienne, sur le plan de l'organisation politique, sociale, sur le plan de l'éducation. L'Afrique reste colonisée. Et c'est à nous qu'il revient de changer tout cela. Nous sommes assiégés, nous sommes en Afrique occupés, nous sommes en occupation, nous sommes sous occupation sur le plan géographique,
sur le plan économique, sur le plan mental, des Africains qui pensent comme leur maître, les Africains qui parfois sont plus durs avec les leurs, avec ceux des Africains qui ne pensent pas comme le maître, qui ne pensent pas comme l'occidental. Nous sommes sous domination, sous occupation, disais-je, mentale donc, sous occupation économique. Ils ont fait main basse et continuent de faire main basse sur nos richesses, sur nos terres, sur notre sous-sol, le coltan, l'uranium, le phosphate, et j'en passe, l'or, le diamant, le pétrole. Nous sommes sous occupation. Nous sommes sous occupation spirituelle. Toutes ces religions qui sont des religions d'emprunt et dans lesquelles vous avez des personnages qui ne ressemblent à aucun de nos ancêtres. Il faut dire la vérité. Les religions abrahamiques, l'islam, sont deux religions qui disent être des religions révélées. Oui, elles ont été révélées probablement par des leaders, par Jésus-Christ par-ci, par Mahomet par-là, par un prophète et un autre qui dit être le fils de Dieu, sauf que personne n'était là pendant que ces révélations étaient faites. Ces religions continuent de semer le désordre en Afrique. Ces religions continuent de nous asservir. Ces religions nous déshumanisent. Ces religions nous ont désorganisés. Ces religions nous ont zombifiés en quelque sorte. L'Africain n'est plus tout à fait lui-même et n'est pas devenu occidental chrétien. Ces religions sont des religions de toute façon. Vous pouvez l'observer, hein, vous voyez très bien dans les églises, j'ai rien vraiment contre, je vois les choses avec mes lunettes africaines, avec mes sensibilités africaines. Dans ces églises, je ne vois personne qui me ressemble, ne serait-ce que de par ma couleur de peau. Il n'y a aucun nom qui fait penser à l'Afrique. Donc la preuve que tout cela est importé. On a les livres qui sont écrits dans leur langue et non dans les nôtres. Aucun des personnages évoqués dans ces bouquins ne renvoie à une personne connue chez nous. Et le pire, c'est que ces gens qui ont introduit ces religions en Afrique, eh bien, ils l'ont souvent fait par la violence, par la ruse, par la violence, par le viol même, le viol, avec tout ce que cela a comporté. Il y a eu des massacres de détenteurs du savoir ancestral africain. Il y a eu des massacres gigantesques. Donc, nous devons nous interroger sur l'opportunité de ces religions chez nous. Afrocentrique, c'est une plateforme qui est la vôtre, qui est la nôtre, qui se donne pour mission de réparer toutes ces incongruités. Afrocentrique se donne pour mission de déblayer le chemin
à la jeunesse kémite, ce chemin qui devrait nous mener vers la reprise en main de notre destin. Notre destin doit pouvoir dépendre de nous et non de l'aide extérieure et non du regard de l'autre. Notre destin, notre histoire doit pouvoir être racontée par nous. Afrocentrique voudrait donc restituer cela. Comment est-ce que l'homme africain se définit lui-même? Voilà une question à laquelle on va répondre sur cette plateforme. Comment l'homme africain se définit? Et comment l'européocentriste définit l'homme africain? Ce n'est pas la même chose. Je ne suis pas noir. Je ne me définis pas comme étant noir, mais l'autre me définit comme étant noir. Je suis un noir. Il dit que je suis un noir, il dit que je suis un nègre. Mais moi, cette couleur renvoie à tout, sauf à un être humain. Moi, je suis un bantou. Et chez les bantous, quand quelqu'un se présente, il ne vous dit pas qu'il est noir. Il se présente en vous disant qu'il est un être humain. Et d'ailleurs, la cosmogonie africaine, vous savez, la cosmogonie en Afrique, elle est adossée sur les traditions. En fait, en Afrique, il n'y a qu'une tradition, mais elle est plurielle. Elle peut avoir quelques petites variances, quelques petites spécificités selon qu'on est dans le Mandé, dans le bassin du Congo, selon qu'on est chez les Yoruba, selon qu'on est au Togo, chez les Ivé, chez les Kabiais. C'est la même tradition, simplement, elle se décline, elle s'adosse sur les réalités simplement locales. Mais sinon, c'est le même procédé. Ce sont des traditions qui nous ont été léguées par nos ancêtres, des traditions qui sont un condensé de science. C'est de la science du début à la fin. Pour parler de manière triviale, nos traditions sont la seule voie par laquelle il faudrait passer pour pouvoir comprendre, pour pouvoir lire le monde, pour pouvoir lire l'univers, pour pouvoir... Vous voyez, vous savez, je vous prends un petit exemple. Si vous allez dans plusieurs villes en Inde, vous allez remarquer qu'il y a des vaches qui se baladent librement. Des vaches qui se promènent et qui sont vénérées et qui ne sont pas abattues, qui ne sont pas consommées, dont la viande n'est pas consommée. Alors, pour l'Africain qui se rend là-bas, ça peut paraître étrange. L'Africain va se demander comment est-ce que des vaches se promènent librement dans la rue. Donc, il va le dire de son point de vue d'Africain. Parce que ce n'est un secret pour personne qu'en Afrique, à l'occasion de festivités, à l'occasion, et même quotidiennement, pour ceux qui en ont les moyens, consommer de la viande de bœuf,
C'est voilà, on ne se pose pas la question. Il n'y a rien de plus normal. Mais dans plusieurs États en Inde, c'est même pas envisageable. La vache étant là-bas sacrée. Un deuxième exemple, si vous rendez au Cambodge, vous rendez en Malaisie, en Birmanie, d'ailleurs, il y a un animal célèbre qu'on appelle le python birman. Eh bien, en Birmanie, en Malaisie, au Cambodge et dans pas mal d'autres pays de la région, les reptiles, les pythons sont considérés, sont admis dans des habitations. Les pythons sont des animaux domestiques. On vous offre un python, on offre un petit python, un bébé python à un bébé qui est né il y a quelques mois et c'est son animal de compagnie. Ils grandissent ensemble, ils s'amusent souvent ensemble et le python n'est jamais agressif. Mais ça, c'est valable là-bas. Mais n'importe où en Afrique, c'est même pas envisageable. Voilà quelques exemples. Donc, ce qui est évident chez moi peut ne pas l'être chez autrui. Le point de vue de l'Européen n'est pas le point de vue de l'Africain. Et pendant très 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 longtemps, l'Afrique s'est arrogé, l'Occident s'est arrogé, le droit de définir les autres, d'emmener le monde dans la direction que elle a choisie. Parlons de l'Europe. L'Europe a décidé d'emmener le monde et tout ce qui est universel, tout ce qui est dit universel est européen. Donc l'Europe décide d'un système, d'une manière de faire, d'une vision, d'un modèle économique, d'un système politique et l'impose à l'humanité comme étant une évidence, comme étant une seule manière, une manière universelle de faire, ce qui en réalité est faux. L'Afrique a ses spécificités. L'Afrique a sa culture, a ses traditions. Vous connaissez le débat sur, par exemple, le mariage, ce qu'ils appellent en France le mariage pour tous. Vous connaissez ce débat en Afrique, je ne vais pas entrer dans les détails. Donc, voilà un fait de société qui en dit long sur les différences culturelles entre l'Occident et l'Afrique. Nous ne pouvons baser notre discours, nous ne pouvons choisir nos systèmes politiques, nos institutions sur la base de ce qui nous est imposé. C'est d'ailleurs ce qui explique le retard accumulé en termes de développement. Nous devons repenser nos États. Nous devons repenser nos systèmes politiques. Nous devons repenser nos théories économiques et les adosser définitivement sur les spécificités africaines, sur les paradigmes africains. L'Afrique a ses réalités, l'Afrique a ses spécificités, l'Afrique est communautaire, l'Afrique est solidaire, l'Afrique ne peut pas continuer cette course que lui impose l'Occident. L'Afrique
est d'ores et déjà battu dans cette course imposée par l'Occident. Nous ne pouvons y arriver que par nous-mêmes, que pour nous-mêmes et à travers notre manière à nous de voir les choses et à notre rythme et avec nos propres ressources, nos propres spécificités. On a déjà des pays en Afrique qui l'ont compris et vous voyez que ça marche et ça commence à aller pour ces pays-là. Le Ghana, la Namibie, l'Éthiopie, le Rwanda. Voilà des exemples de pays qui ont pensé, qui sont en train de penser le développement par l'intérieur, par les réalités endogènes, depuis l'intérieur, depuis ce qu'ils ont. C'est de cette manière que l'Afrique devrait prendre en main son destin. Donc, je vous convie sur Afrocentrique à une fréquence que nous allons définir. Je vous convie donc à suivre, à écouter des exposés. On va faire des exposés, on va pouvoir également échanger sur des thèmes qu'on va définir. Ces thèmes seront arrêtés à l'avance et ils porteront sur divers domaines, sur des domaines aussi divers que variés, la politique, l'économie, le sport, la spiritualité, la société. L'Afrique, c'est le continent des origines, frères et sœurs Camille. C'est le continent où tout a commencé. C'est le continent par excellence qui devrait pouvoir guider le monde. L'Afrique a été faste. Nous avons 200 000 ans d'histoire. 200 000 ans d'histoire. Indiscutable. Et c'est admis par toute la communauté scientifique, par les égyptologues, par les anthropologues. C'est sans débat là-dessus. 200 000 ans d'histoire nous avons. Et vous imaginez bien que pendant 200 000 ans, il a fallu que les gens vivent, il a fallu que les gens comptent les jours, comptent les mois, les semaines, qu'ils apprennent à se nourrir, qu'ils apprennent à se loger, qu'ils apprennent à se vêtir, qu'ils apprennent à compter aussi. L'Afrique est donc le berceau de tout cela, de toutes ces sciences, parce que c'est admis aujourd'hui comme des sciences. Apprendre à se nourrir, c'est apprendre l'agriculture. Apprendre à construire un abri, c'est inaugurer l'architecture. Et même pour pratiquer l'agriculture, il faut connaître les saisons. On ne sème pas le grain au hasard. Ça suppose d'avoir quelques connaissances sur les saisons, sur le cycle des saisons. Donc, l'Africain a appris à lire, à interpréter les cycles de la Lune. Nous verrons tout cela en profondeur sur cette chaîne, sur votre chaîne, sur Afrocentrique, votre chaîne YouTube, sur laquelle il faudrait déjà vous abonner. C'est votre chaîne et
nous allons pouvoir célébrer notre africanité, notre camitude. Nous allons rallier les autres frères de combat qui sont très nombreux dans les Caraïbes et dans les Amériques. Il y a un vaste mouvement pour le retour en Afrique. Un vaste mouvement qui est en cours, qui a commencé depuis quelque temps déjà. On parlera des pionniers, on parlera des porte-étendards de ces mouvements. Il me vient comme ça en tête Don Nascimento, qui est au Brésil, qui est à la tête d'un fort, mais très fort mouvement, très puissant mouvement pour le retour en Afrique. Le mouvement des Noirs du Brésil. Il y a le Venezuela qui réclame, qui déclare son africanité et qui voudrait, je vous le dis comme ça, qui est en train de vouloir se joindre à l'Afrique, qui souhaiterait même faire partie géographiquement et même sur le plan institutionnel de l'Afrique. C'est déjà de très bons signes. Nous devons compter sur nous, nous devons penser à nous, nous avons le devoir de refonder l'Afrique. Nous savons qui nous sommes, nous savons d'où nous venons, nous savons que nous avons résisté à toutes les tentatives de mettre fin à l'Africain, de mettre fin à notre humanité. Nous avons été déshumanisés, humiliés. Nous sommes sortis très forts, nous sommes sortis vainqueurs de toutes ces humiliations, de toutes ces tentatives de nous effacer de la planète. C'est la preuve que nous avons une mission. Nous sommes les fils aînés de la Terre, nous sommes les fils aînés de la spiritualité. Nous prendre en main. Nous allons évoquer toutes ces questions en profondeur, parce que il ne suffit pas de le dire, il ne suffit pas de proclamer comme ça, spiritualité, ça peut paraître blessant, outrageux aux frères qui ont choisi, ou qui par éducation, ou qui par habitude sont des adhérents ou des croyants pour le compte des religions abrahamiques. Mais nous allons, sur Afrocentrique, vous éclairer. Nous allons tenter de répondre à vos préoccupations. Nous allons tenter de vous montrer des preuves, de vous expliquer également pourquoi il faudrait retourner à la spiritualité africaine, qui est simplement en adéquation avec qui nous sommes. La spiritualité africaine, elle est dédiée à l'Africain. Voilà, c'est un peu comme si vous rencontriez un Espagnol qui vous disait, qui s'appelait Fakoli, par exemple, qui s'appelait Koulibaly, ou qui s'appelait et qu'il était dans le Koumou, ou qu'il était vaudouisant. Il n'y a pas de cohérence, ça ne se comprendrait pas.
Eh bien, c'est la même chose. L'Africain, en principe, ne peut pas être chrétien. Il ne peut pas être chrétien, c'est dur à entendre, c'est dur de le dire, mais ça me paraît logique. Voilà. Le juif, il est juif, il se dit juif, il parle l'hébreu, sa religion, c'est sa tradition, qu'on appelle la tradition juive. L'arabe, il se dit arabe, il parle l'arabe, son espace géographique, c'est l'Arabie, c'est la péninsule arabique. Il parle donc l'arabe, sa religion, c'est l'islam. Et sa religion, c'est sa tradition. C'est pourquoi vous verrez tous les islamisants, tous les musulmans, ils s'habillent de la même façon. Ils s'habillent de la façon des Arabes. Je ne vais pas décrire les tenues. Donc, ils s'habillent comme des Arabes. Ils consomment du mouton à d'occasion officielle. Excusez la tautologie, la répétition. Ils consomment, ils s'alimentent comme les Arabes. Ils se marient comme les Arabes. Ils se baptisent comme les Arabes. Et ils enterrent leurs morts comme les Arabes. Donc, c'est évident que la religion musulmane n'est rien d'autre que la tradition arabe. Chez les hindous, si on va du côté de l'Orient là-bas, chez les hindous, c'est la même chose. Les hindous, ils parlent le hindi. Ils ont plusieurs autres langues, mais ils parlent le hindi. Ils sont leur religion, c'est leur tradition, c'est l'hindouisme, et ils servent plusieurs divinités qui sont en fait leurs ancêtres. C'est organisé de manière particulière, mais si vous voulez, c'est la partie du monde où ils font les choses un petit peu comme chez nous. Donc, ils ont leurs ancêtres, Shiva, Rama, Brahman, ainsi de suite. C'est l'hindouisme, le bouddhisme. En Chine, c'est pareil. On parle le mandarin, donc la langue chinoise. On a comme religion la tradition chinoise, la tradition de Confucius. On a Confucius, on a le maoïsme et le taoïsme. Donc, on est cohérent. En Europe, l'Européen se dit européen. Il se dit de tradition, il dit être de tradition judéo-chrétienne. Donc, il est chrétien. Vous voyez? Et dans le temps, cette religion se pratiquait en latin ou en grec. Mais vu que c'est devenu des langues mortes, cette religion, en principe, se pratique dans leur langue, donc dans les langues européennes. Et vous avez remarqué qu'il y a quelques années, ils ont dit non à la Turquie. Ils ne veulent pas de la Turquie parce qu'ils disent être de tradition judéo-chrétienne. En France, les adeptes de la religion musulmane, il leur est imposé un islam qu'ils appellent en France l'islam de France, le Conseil français du culte musulman ou quelque chose comme ça. Donc, ceci devrait nous alerter. Alors en Afrique, on se dit africain, on parle des langues africaines, on se dit africain et on dit être chrétien, certains disent être musulman, d'autres disent être protestant,
il y a des conflits entre musulmans et chrétiens. C'est le continent où il y a le plus de pasteurs. Il y a plus de pasteurs et moins de développement. Plus de pasteurs, moins de développement. Le continent où tout le monde, quasiment, va prier dans des églises chrétiennes. Mais on ne se pose pas la question de savoir pourquoi l'Afrique demeure en retard, malgré toutes ces prières, malgré toute cette piété. En France, c'est rarement que j'ai vu des églises pleines. Et même quand elles sont pleines, elles le sont à moitié par les étrangers. Et quand je dis étrangers, vous voyez de qui je parle. Lourdes, le lieu soi-disant de pèlerinage où il y aurait une hypothétique vierge qui aurait apparu ou quelque chose comme ça, lorsque vous allez... Mais ce ne sont que des faits. À Lourdes, plein d'habitants, plein de Français vivant à Tarbes et à Lourdes ne sont jamais allés où il y a la grotte, près de l'église, loin de Dieu. Mais c'est là, je vous parle des faits, là. Je vous parle strictement des faits. Ça devrait nous amener à réfléchir. À Lourdes, il n'y a que des étrangers qui y vont. Il n'y a que des Africains et les chrétiens du continent sud-américain qui ont subi donc la colonisation espagnole. Donc ça se comprend, les Espagnols y sont allés avec le Christ, tout comme les Français, les Belges sont allés en Afrique avec le Christ. Tout s'explique. Chers amis, chers frères kémites, vous êtes les bienvenus sur Afrocentrique et j'espère vous compter très nombreux dans les prochains jours, très nombreux pour des moments d'échange, pour des moments de partage, pour rendre hommage, à Marcus Garvey, notre boussole, Marcus Garvey, qui en 1914 qui a donc impulsé ce grand projet que sont les États-Unis d'Afrique, le fameux projet Back to Africa. Jeunesse kémite, souviens-toi de Thomas Sankara, souviens-toi de Kwame Nkrumah, souviens-toi de Miriam Makeba, souviens-toi de Bob Marley, souviens-toi des illustres êtres de lumière qui ont payé de leur vie, le combat qu'ils ont mené en faveur de l'Afrique. C'est à nous, c'est à toi, jeunesse, qu'il revient de t'engager. Tu dois redevenir toi-même. Tu dois toi-même décider de ton avenir. Tu es une valeur sûre. Tu es le maître de l'humanité. Pour y avoir séjourné le premier, tu connais mieux l'humanité, tu connais mieux la nature. C'est d'ailleurs pour cette raison que tu la respectes. Je parlais tantôt de spiritualité africaine. La spiritualité africaine, elle est basée sur le respect de la nature.
Elle est basée sur ce qu'on appelle la Ma'at, qui est la justice, qui est donc la justice, qui est l'équilibre. Donc, ce sont des notions que nous verrons en profondeur. Tu dois t'engager, jeunesse kamite. Tu dois t'engager. L'Afrique a beaucoup à offrir au monde. L'Afrique devrait être la locomotive et ça ne dépend que de nous. Cette civilisation de la mort, cette civilisation qui mène l'homme à sa perdition, on a la preuve aujourd'hui. Ça devrait te sensibiliser, ça devrait te réveiller, ça devrait te parler. Le Covid-19, qui comme cela, soi-disant, échappe aux mains de scientifiques, se répand à Wuhan et fait des morts en Europe et tout. Et si ce Covid avait été lâché en Afrique, l'Afrique a donc connu déjà des précédents, Ebola, le virus de Marburg. Ebola a été fabriqué dans un laboratoire en Allemagne, le virus d'Ebola. Des programmes de vaccination ont été menés en Afrique dans le même objectif, empoisonner médicalement la population. Change ton comportement, change tes habitudes alimentaires. L'Afrique a ce qu'on appelle des alicaments. Tous les aliments en Afrique sont des médicaments. Tous les aliments en Afrique sont des médicaments. Il n'y en a pas un seul qui n'en soit pas un. Nos ancêtres, c'étaient de très grands scientifiques. Aucun aliment en Afrique n'a été choisi au hasard. Tous les aliments, je ne vais pas citer les noms de grandes chaînes de fast-food où on vous vend la mort, où on nous vend la mort. En Afrique, nous consommons des feuilles et ces feuilles, elles sont diversement riches en fibres et en fer. Nous consommons des fruits, nous avons plus de fruits que n'importe où sur la Terre. L'Afrique, c'est le continent, décidément, de toutes les origines. C'est le continent de tous les départs. C'est le continent qui est le condensé, c'est le condensé de l'humanité. Il y a tout en Afrique. L'Occident n'est pas venu nous apprendre à combiner des feuilles et de la pâte de cacahuète pour obtenir un certain plat. Ce n'est pas l'Occident qui nous a appris cela. Vous savez très bien que quand vous mangez des plats africains, ils sont plus savoureux, ils sont plus goûteux que la plupart des plats occidentaux, que l'on dit souvent sans saveur. Les épices en Afrique, le curcuma, le clou de girofle, le gingembre, et j'en passe, le persil, le poivre. Ce sont de grands médicaments. Ce sont des aliments qui sont très chargés sur le plan vibratoire.
Ça, c'est les choses que nous verrons au fil des échanges sur cette plateforme. Nous avons des aliments que seuls nos ancêtres savent pourquoi et comment ils ont pu les mettre dans nos menus. Des aliments extrêmement puissants. Non pas parce que les Occidentaux et leurs scientifiques mortifères qualifient de valeur nutritionnelle. Nos aliments, ceux que je viens de citer, avec la cola et le citron y compris, c'est des aliments qui ont un fort taux vibratoire. Ce sont des aliments qui sont utilisés pour s'alimenter, bien sûr, mais qui sont également des médicaments. C'est pourquoi je parlais tantôt, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est des médicaments que l'on retrouve même dans les sciences dites cachées. Oui, nous parlerons de la sorcellerie, de ce que les autres appellent la sorcellerie. Eux, quand ils la pratiquent, c'est de la magie, c'est normal. Le buisson ardent, soi-disant dans la Bible, oh, c'est normal, on ne se pose pas de questions, c'est normal. Le Christ qui marche, soi-disant, sur l'eau, c'est normal. Encore que ce Christ, il a séjourné en Afrique. Hein. Ce Christ a séjourné en Afrique, en Égypte, plus spécialement. Vous savez très bien que la Bible est la période préadulte et puis la période adulte. Il était où pendant ce temps? Et quand il apparaît en Judée, il menace de détruire un temple et de le rebâtir en 3 jours. Ça, ce n'est pas scandaleux pour vous, c'est normal, on peut construire un édifice de la taille de Notre-Dame en 3 jours, quoi. Et si en Afrique, on arrive à déplacer un arbre dans la forêt de tel endroit à tel autre endroit, rien que par des procédés qui peuvent pas être connus de tout le monde, pour vous, c'est évidemment pas normal. Ce sont des sciences. C'est de la science. Et comme toute science, il faut l'appréhender. Il faut la théoriser. Il faut l'expérimenter. Ce sont des sciences expérimentales, mais dont le savoir technique, dont les techniques sont cachées. Ça, nous verrons ça peut-être de manière plutôt sommaire, parce que c'est réservé quand même à l'initiation. Et ce mot, évidemment, peut vous paraître un petit peu effrayant, initié, initiation, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Ça doit être quelque chose d'horrible, ça doit être des trucs pas possibles. Ben, l'initiation, c'est comme, vous savez, celui qui arrive à faire décoller un 777 Boeing, à côté de vous autres qui êtes un profane, un simple conducteur de voiture de tourisme,
ben, ce dernier, ce pilote, il passe pour un initié. Il a été initié au pilotage. C'est pareil pour le médecin. Quand vous arrivez chez le médecin et qu'il vous dise « Ah, je pense que vous faites de la typhoïde, vous faites du Covid, pour rester dans l'actualité. » Bah, vous vous dites mon Dieu, comment il a fait pour savoir? Ouais, il a appris. Il a été initié par un maître. Il a été élève. Il a été donc initié. Donc, il possède cette science qui lui permet de diagnostiquer votre mal et de vous proposer un traitement. Ça se passe comme ça dans la spiritualité africaine, cette spiritualité qui est donc la vraie, qui est scientifique, qui repose sur la nature. L'homme est partie intégrante de la nature, est partie intégrante des créatures. Il n'est pas en dehors, il ne devient pas maître et possesseur de la nature, comme disent les cartésiens, comme le disent Descartes ou Aristote, je ne sais plus trop. L'homme n'est pas maître ou possesseur de la nature. Et vous devez voir tous les revers que la nature oppose à l'homme qui essaye de la dompter. Voilà, c'est encore une manière de voir, une manière de faire de l'européocentrisme. L'européocentrisme considère que la nature lui appartient, la nature, il doit la domestiquer, la nature, il doit la mettre en cage, il doit en faire ce qu'il veut, couper les arbres par-ci, faire les ponts par-là, verser du goudron n'importe où, déraciner le baobab, le fromager, le tamarinier. C'est l'Occident qui pense comme ça. Et c'est pourquoi le monde va mal. On peut construire des usines, on peut émettre des gaz à effet de serre, comme on veut, et derrière, on va s'offusquer qu'il y ait des tsunamis, on va s'offusquer qu'il y ait des catastrophes, et qu'il y ait des bouleversements de saison, qu'on ait un hiver qui ne soit plus tout à fait un hiver, et qu'on ait un été qu'on qualifie de pourri, parce que l'homme est devenu un jouisseur, un épicurien, qui veut un été à n'en plus finir, et qui ne veut pas assumer les conséquences de cet été artificiel qu'il provoque par sa faute, par son défoulement sur la nature. Nous verrons tout ça en profondeur sur Afrocentrique, votre chaîne YouTube. Je suis très content d'avoir échangé avec vous. C'est donc le premier numéro, c'est la première sortie sur cette chaîne. Je vous espère très nombreux. Nous allons ensemble définir la fréquence à laquelle nous ferons nos parutions, nos publications, et nous allons également être interactifs. On va pouvoir échanger via téléphone. Vous pouvez faire également des commentaires s'il y a des choses à revoir, si des sujets sur lesquels vous souhaitez qu'on approfondisse. Votre humble serviteur est là. Pour ça, il vous répondra autant que faire se peut. Vous savez qu'on est pris par des obligations professionnelles également. Donc, on va faire au mieux.
Et puis, on fera tout également pour améliorer la qualité. Je pense qu'il doit y avoir certains ratés. Je n'ai pas la totale maîtrise technique de l'image ou de sa qualité. Donc, on va améliorer tout ça chemin faisant. Donc, merci d'être resté connecté et surtout, abonnez-vous massivement, encouragez votre chaîne, partagez pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre. C'est donc la chaîne dédiée au panafricanisme. Nous avons un devoir de conscience, un devoir d'éveil de conscience pour notre bien collectif, pour notre bien à tous. Et le bien